Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents le samedi matin à 8 heures pour cette matinée d'échange et de réflexion autour de la co-construction et de la coproduction des politiques publiques. Alors pour commencer, je vais déjà vous présenter les personnes qui sont autour des petites tables jaunes et des bégonias. Et qui vont être soumis à un petit exercice lors de la plénière introductive. Donc en l'occurrence, nous avons Madame Sophie Simonet, adjointe à la vie associative et à la démocratie locale de la ville de Caen. Monsieur Laurent Fraisse, je vais reprendre exactement les intitulés, socio-économiste au CNAM, donc qui est le Centre national des arts et métiers. Grégory Autier, qui est coprésident du RNMA, Réseau national des maisons des associations, qui est l'un des co-organisateurs de cette matinée d'échange aux côtés de la ville de Caen. David Osmond, responsable de la maison des associations de Caen, et moi-même, Carole Orchamp, déléguée générale du Réseau national des maisons des associations. Alors pour commencer cette matinée, on va commencer par regarder un petit film. Donc si vous avez un café, ça peut être assez sympathique, puisque Yves Vaillancourt, qui est universitaire, professeur au LAREPS, au laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales à l'Université du Québec à Montréal, bien entendu, ne pouvait pas être avec nous ce matin pour deux raisons. C'est un monsieur extrêmement âgé, mais qui est toujours en activité et brillamment encore dans le cadre d'études en cours et de production, d'écriture. Et de surcroît, il y a 6 heures de décalage horaire avec le Québec, donc imaginez, ça leur a fait se lever à 3 heures du matin. Et de surcroît, aujourd'hui, le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec. Donc Yves Vaillancourt a accepté bien gentiment une interview préalable que nous allons commencer à vous passer ce matin en introduction. David, comme ça fait aussi une animation vraiment à deux. Du coup, donc, de 9h à 10h à peu près, même si on a déjà pris un tout petit peu de retard, on va être sur cette plénière introductive, où on va après l'intervention d'Yves Vaillancourt, interroger chacun de nos intervenants présents sur les questions qui nous préoccupent ce matin. Sachez que, j'en profite pour le préciser, on va les interroger d'abord et après on vous a réservé du temps pour les questions. Donc du coup, d'abord les personnes présentes à cette table et après la salle pourra évidemment les réinterroger et poser toutes les questions que vous aurez. Vers donc 10h, 10h15, on va partir en plénière. Vous aurez un atelier. Oui, excusez-moi, en atelier, voilà. On va partir en atelier, donc vous aurez l'atelier 1 qui se trouvera ici dans la salle 2. L'atelier 2, c'est un exercice difficile, on a eu du mal à le rappeler, sera dans la salle 1. Et vous aurez l'atelier 3 qui sera juste à l'étage, en haut des escaliers. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous tomberez dessus directement. On vous redonnera des consignes précises juste avant le départ en atelier. Après ces 3 ateliers, nous aurons tous un petit temps de pause et on se retrouvera pour la table ronde qui remettra en perspective en fait le travail que vous aurez pu faire dans les ateliers, puisque au-delà des témoignages dont vous pourrez bénéficier dans chaque atelier, on vous demandera aussi de travailler sur un petit peu d'apport qui sera ramené au niveau de la table ronde. Voilà. Et puis à l'issue de cette table ronde, on aura un cocktail déjeunatoire pour finir cette matinée de travail en commun. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Bon. Est-ce que la technique est prête? Bien. Eh bien, bon film. Yves Vaillancourt, bonjour. Bonjour Carole. Vous êtes Yves Vaillancourt, professeur émérite au LAREPS, au laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'avoir accepté. Oui. Pardon? J'ajoute que je suis plus particulièrement relié aux crises, un centre de recherche sur les innovations sociales. Le LAREPS ayant un profil plus bas ces années-ci. Mais Merci étant pour cette important dans mon expérience. Ouais. Merci pour cette précision, effectivement. Et merci aussi d'avoir accepté cette interview pour le Réseau national des maisons des associations. Donc, interview réalisée dans le cadre de la recherche-action en cours et dédiée à la co-construction des politiques publiques et menée avec le CNAM, le réseau RTES, le mouvement associatif, l'UFISC et le collectif des associations citoyennes.
Alors Yves Vaillancourt, vous travaillez depuis 40 ans sur les sujets de politique sociale et selon vous, la jonction avec l'économie sociale ou solidaire, vous nous préciserez s'il y a une distinction pour vous tout à l'heure, cette jonction s'est faite seulement il y a 20 ans. Alors avant de revenir sur ces précisions, en préambule, pourriez-vous nous indiquer la distinction que vous faites entre coproduction et co-construction des politiques publiques? Cette distinction, je la fais depuis une dizaine d'années environ. Elle a ses inconvénients, mais l'avantage qu'elle comporte, c'est de pouvoir établir une différence entre le rôle des organismes, mettons les associations, pour prendre un exemple dont on va reparler. Le rôle des associations dans le domaine des politiques publiques peut être tout simplement résumé à une contribution sur le plan de la mise en œuvre de politiques publiques qui auraient été élaborées sans elles. Bon, je parle des associations, mais on peut nommer d'autres acteurs de la société civile, du monde du travail, parce que la vision traditionnelle, la vision classique de l'élaboration des politiques publiques, c'est que c'est l'affaire des élus seuls, et que les acteurs de la société civile peuvent avoir un rôle quand il y a des consultations, mais qu'au moment de la décision, ce sont les élus seuls. Alors, la coproduction, je trouve que ça représente une forme de participation des acteurs de la société civile à l'opérationnalisation ou à l'organisation des politiques publiques. Exemple, une association peut offrir un accompagnement à des personnes qui ont des incapacités pour leur donner une chance de s'insérer dans le marché du travail, mais la politique concernant la formation et l'insertion dans le marché du travail peut relever des seuls décideurs. Mais dans la co-construction, je pense que c'est devenu une préoccupation au cours des 20 dernières années, les acteurs qui sont dans la société civile veulent avoir un rôle qui n'est pas seulement de participation dans la mise en œuvre, mais de participation dans l'élaboration, dans le développement de l'architecture des programmes ou des politiques. Pour être plus concret, en parlant à des personnes qui sont en contexte français, je dirais que j'aime beaucoup faire atterrir ces distinctions-là sur un plan très local. Par exemple, dans une ville comme Caen, dans ces années-ci, on parle beaucoup d'intercommunalité. En France, l'agglomération de Caen regroupe une cinquantaine de communes. Il y a le département qui est un palier important pour l'élaboration des politiques dans le domaine de l'action sociale pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour la petite enfance. Il y a les régions en France. Alors, puis il y a finalement l'État français et les politiques nationales. Alors, la co-construction, souvent dans des textes, on en a parlé en prenant des exemples dans des politiques nationales. Et si on fait atterrir la distinction entre coproduction et co-construction au plan plus local, c'est le lien entre les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile. Pensons particulièrement aux associations. Alors, donc, je termine sur la distinction en disant que le mot coproduction peut être utilisé pour parler du fait qu'il y a des associations, par exemple, qui sont appelées à fournir des services qui relèvent des politiques publiques, mais que les associations n'ont pas un mot à dire dans l'élaboration des politiques. Tandis que la co-construction, ça suggère qu'elles ont un rôle décisionnel. Je dirais pas que c'est un rôle, le rapport entre les acteurs de la société civile et les élus, c'est pas un rôle totalement symétrique. On peut dire qu'il y a une certaine asymétrie, mais j'insiste sur le fait que c'est plus qu'un rôle consultatif
ils sont associés à la délibération et à la prise de décision. D'où le trait d'union, d'ailleurs. Dans le mot co-construction, au début, je ne mettais pas de trait d'union parce que la langue française invite à pas trop en mettre. Avec le temps, j'ai trouvé que le trait d'union force à réfléchir davantage sur le côté co-décision. Très bien, merci Yves Vaillancourt pour cet éclairage. Donc on comprend bien hein, votre distinction entre coproduction plutôt sur l'aspect opérationnalité sans qu'il y ait dans certains cas d'implication dans les associations, par les associations dans les décisions préalables à la mise en œuvre d'un projet ou d'un service par rapport à la co-construction. Alors justement, moi je vous ramène sur cette notion et par rapport à cette notion d'asymétrie, mais de trait d'union, de lien entre acteurs publics et acteurs associatifs, qu'est-ce que vous avez pu observer comme pratique de place laissée ou d'initiative laissée au tiers secteur et notamment au secteur associatif dans la phase de co-construction des politiques publiques? Ben, j'ai observé, par exemple, à l'occasion de certaines missions de recherche en France, que on utilise assez facilement le mot co-construction dans les départements, dans les villes, dans les régions, dans des textes, par exemple, comme les schémas qui sont développés par les conseils départementaux. Je l'ai vu dans la région, dans le département de l'Ain, je l'ai vu dans des textes dans la région Rhône-Alpes. Le mot revient, mais peut-être que parfois il revient en suggérant qu'il y a des bonnes intentions chez les élus, chez les administrateurs, et il y a une demande dans ce sens-là aussi chez les acteurs socio-économiques, socio-culturels qui sont proches de l'élaboration de ces schémas, hein, de ces plans d'organisation des politiques et des services, parfois pour une période de 5 ans. Mais parfois, c'est un sens qui est plutôt restreint. Moi, j'aime dire la co-construction, il faut faire attention pour ne pas en parler trop vite et pour être certain que les pratiques suivent les mots. Alors, on parle de co-construction de projets, de co-construction d'une journée, la co-construction des connaissances. Dans la co-construction, mais j'ai remarqué que dans l'élaboration des documents d'orientation des politiques au plan local, que parfois les acteurs de la société civile, les associations sont consultés, sont invités à donner leur point de vue à certains moments de l'élaboration de ces documents-là, mais que le moment fort de la prise de décision les tient à l'écart. Et que, encore une fois, je n'argumente pas que la co-construction doit enlever aux élus le fait qu'ils ont la prérogative, en dernier ressort, de prendre des décisions avec les mandats qui sont les leurs, mais la théorie classique de l'imputabilité des élus ne doit pas être un argument pour tenir à l'écart une participation citoyenne qui a un impact décisionnel sur la saveur, l'architecture et le contenu des orientations qui sont importantes. Alors, je pense que dans le domaine, par exemple, des schémas départementaux, des schémas régionaux, des plans d'action qui sont élaborés par les villes dans le domaine du développement social, culturel et économique, dans le domaine de l'environnement, du transport, des politiques concernant les personnes handicapées dans les villes, par exemple, que là, il y a comme une demande pour aller plus loin que ce qu'on a connu dans les dernières années. Et je pense que la France est un laboratoire qui est assez intéressant parce que d'une ville à l'autre, d'un département à l'autre, les choses ne sont pas faites exactement de la même manière. Et je pense que grâce à des réseaux comme le RTES qui existe en France, des réseaux d'associations comme le vôtre et nombre d'autres, il y a peut-être dans ce domaine-là, en France plus qu'au Québec, des pratiques novatrices que moi je trouve inspirantes, même si elles demandent à être réaffirmées, consolidées, mieux outillées, et qu'un séminaire comme celui qui est fait à Caen le 24 juin
Je pense que c'est formidable d'avoir un programme là où il y a des élus des collectivités territoriales qui sont partie prenante, et puis il y a des acteurs de la communauté territoriale de la ville de Caen et des alentours, et que là, il y a peut-être des gens de d'autres parties de la France qui sont là, et que au fond, l'enjeu, c'est de trouver aussi une manière, parce que souvent, la participation citoyenne peut être très présente, mais n'est pas nécessairement productive et efficace en termes de résultats décisionnels qui touchent l'orientation des politiques. Alors justement, vos propos nous amènent sur une question très en lien. Selon vous, quelles sont justement les conditions à réunir pour favoriser une co-construction démocratique des politiques? Ben, une des conditions que je vois comme étant importante, là, mettons, dans l'histoire des 30 dernières années au Québec, où on a un certain nombre d'exemples de domaines comme les politiques de la petite enfance, le domaine du logement social, le domaine de la reconnaissance des organismes qu'on appelle communautaires par l'État québécois. Je remarque que l'une des conditions, c'est qu'il y ait des expérimentations qui soient faites pendant un certain temps et qu'il y ait des acteurs à la fois du monde des élus et du monde de l'action sociale et socio-économique là, dans la société civile, qui sont attentifs à l'originalité de ces expériences et qui se posent la question quoi faire pour qu'il y ait du côté des pouvoirs publics des décisions d'orientation qui permettent à ces trouvailles, à ces innovations, d'exister pas uniquement où il y a des acteurs qui sont assez débrouillards pour les faire apparaître sur leur petit territoire, et de transformer ça en politique publique. Donc, il y a comme un passage de l'expérimentation de pratiques qui sont gagnantes, qui ont fait leurs preuves. Par exemple, au Québec, on a vu des pratiques dans le domaine du logement social pour permettre à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de perte d'autonomie liés à des handicaps, d'avoir accès à des formules de logement social qui sont adaptées à ces personnes-là, mais qui ont une vulnérabilité qui n'est pas uniquement économique, mais une vulnérabilité qui est sociale. Et là, on a pensé à des formes de logement social, comme ça apparaît dans la loi, dans le programme Accès à logis au Québec depuis 20 ans, qui a tiré parti du meilleur des expérimentations faites dans les années 80 et 90 pour élaborer des règles du jeu qui sont finalement utiles dans d'autres régions du Québec que les régions où les pratiques novatrices ont eu lieu. Donc, ça permet de généraliser les possibilités d'avoir l'appui de la puissance publique dans l'émergence et la durabilité de pratiques qui ont été gagnantes quelque part. Alors, la condition, c'est qu'il y a des gens qui sont des entrepreneurs sociaux pour faire apparaître de nouvelles façons de faire les choses sur des territoires locaux, mais qu'on soit capable d'être attentif aux caractéristiques de ces expériences novatrices pour convaincre des décideurs et des instances que leur rapport pourrait être exceptionnel si on transformait ces pratiques-là en politique, si on les institutionnalisait pour que leur mode d'emploi finalement soit répliqué ailleurs. Ouais. Mais je pense qu'aussi le réseautage est très important. Ça, c'est une condition c'est pour ça que j'ai de l'admiration pour le réseau, le RTES, parce qu'il a permis depuis 10-15 ans en France de mettre ensemble un nombre d'élus assez important qui sont gagnés au rôle contributif de l'économie sociale et solidaire dans à la fois l'élaboration puis la mise en œuvre des politiques publiques dans certains domaines. Ça veut dire que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, parmi d'autres acteurs de la société civile, peuvent contribuer non seulement
à la mise en application des politiques, ce qui peut être intéressant, mais ce qui est limité si on fait seulement les utiliser, puis au risque de les instrumentaliser, mais qu'on leur fasse une place pour qu'elles aient un poids, ces associations et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que je prononce toujours économie sociale et solidaire pour sortir d'une définition entrepreneuriale limitative de ce qu'on entend par économie sociale et solidaire. Et parfois, si les gens veulent limiter l'économie sociale et solidaire aux seules entreprises, en excluant un bon nombre d'associations ou d'organismes communautaires au Québec, nous, on utilise à ce moment-là le concept de tiers secteur qui est plus accueillant pour mettre la diversité dont il est question dans le... Merci Yves Vaillancourt pour cet éclairage qui allait même au-delà en fait des questions sur lesquelles on souhaitait avoir votre témoignage. En tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les choses sont en cours. Cette capacité que doivent conserver les acteurs, notamment pour, comme vous l'avez si bien dit, transformer les pratiques en politique. On a encore entre guillemets du pain sur la planche collectivement. En tous les cas, pour celles et ceux qui souhaitent approfondir toutes ces questions, je vous renvoie à la bibliographie en ligne créée par le RNMA et consultable sur notre site ou sur le site de RTES afin de prendre connaissance d'une note de recherche que vous avez rédigée, Yves Vaillancourt, en 2014 sur l'apport de l'économie sociale dans la co-construction démocratique des politiques publiques, sous-intitulée Réflexion ancrée dans les expériences canadiennes, québécoises et latino-américaines, ou encore apparaître, puisque nous en avions discuté lors de nos échanges et vous en avez fait part tout à l'heure lors d'un témoignage d'une illustration, apparaître donc l'État partenaire ou la co-construction des politiques publiques au Canada, le cas d'Axélogie Québec que vous citiez, donc sous la direction de Jean-Claude Barbier, dont vous êtes l'un des co-auteurs, aux côtés de Marie-Noëlle Ducharme, François Aubry et Stéphane Grenier. Yves Vaillancourt, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Carole. Bien, donc nous remercions encore Yves Vaillancourt pour son intervention. Je tenais à préciser quelque chose qu'on a oublié au préalable tout à l'heure, c'est que nous sommes en direct. En fait, la conférence, enfin, le séminaire de travail de ce matin est retransmis en direct, en tout cas tout ce qui se passe dans cette salle-là, sur Internet, sur une chaîne YouTube que nous avons mis en place pour cela. Donc bonjour aux internautes qui nous regardent et on espère que vous allez trouver le plus grand intérêt comme nous au travail de ce matin, en tout cas ce qui va se passer dans cette salle. Maintenant, je vais me tourner vers Laurent Fraisse, qui va être le premier de nos intervenants à prendre la parole. Alors, je pense qu'il faut que vous activiez le micro. Ça marche. Ça marche. Il faut parler tout près, je pense. Ça marche, voilà. Donc Yves Vaillancourt nous a donné un éclairage très très intéressant et nous a permis de prendre de la hauteur sur les questions qui nous préoccupent ce matin, et notamment pour revenir aux définitions qu'il a pu donner sur la co-construction et la coproduction. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, Laurent Fraisse, que vous voulez repréciser, en tout cas à votre niveau, au niveau du travail qui est fait en France actuellement? Que pouvez-vous nous dire de plus ou de complémentaire sur ce que l'on vient déjà d'entendre? Bonjour à tout le monde. Je voulais remercier Carole de l'organisation de cette journée et de cette invitation à intervenir avec vous tous. Par rapport à la question qui est posée, je vais donner d'abord ma propre définition de la co-construction, qui est à mon avis très proche et complémentaire de celle d'Yves Vaillancourt. Donc pour moi, la co-construction, c'est un processus institué de participation ouverte et organisée d'une pluralité d'acteurs de la société civile et la population à l'élaboration, au suivi, à l'évaluation des politiques publiques. Donc je crois que c'est assez proche de ce que dit Yves. La distinction que je ferai un petit peu avec lui, c'est que pour moi, la mise en œuvre d'une politique et l'évaluation, ça fait partie de la co-construction. C'est-à-dire que lui, il réduirait un petit peu la co-construction à l'élaboration, et quand on passerait à la mise en œuvre de la politique, on serait dans la coproduction. Je distingue un petit peu ça parce que c'est une vision un petit peu linéaire des politiques publiques, diagnostic, élaboration, plan d'action, suivi et évaluation. Or, on sait bien que lors d'un mandat, si on prend un mandat local, il y a plein d'événements qui peuvent se passer, des opportunités de financement national, des crises locales, etc., qui font qu'on peut avoir des mécanismes d'interaction entre les phases
qui font qu'à un moment donné, on n'est pas dans un processus linéaire et dans ce processus d'interaction, il peut y avoir de la co-construction à chaque fois. Donc la distinction, alors la première remarque que je voulais faire, c'est sans doute de resituer le terme de co-construction par rapport au processus de décision publique. Et je pense que la première distinction à replacer par rapport à d'autres modalités, c'est que si on fait des grandes oppositions ou différenciations, ça se différencie d'abord de processus d'influence bilatérale en coulisses et informelle qui existent, de groupes de pression qui veulent, à travers des processus de lobbying, par exemple, influencer le processus de décision publique. C'est ça que ça veut dire public et organisé. Ça veut dire que ce n'est pas privé et informel. Ça se distingue également de processus clientélistes qui existent. Ça se distingue de processus également notabilières qui ont longtemps, ça a atténué, mais existé au niveau local. Et ça se distingue aussi de processus, comme ça a été dit, où il y a un monopole de la puissance publique, c'est-à-dire élue administration, sur qu'est-ce que doit être une politique. Et dans le débat associatif, on sait que la progression de la commande publique est vue d'une certaine manière par le mouvement associatif ou par les acteurs comme une reprise en main de la définition de l'intérêt général. Et on peut poser un débat de la journée, est-ce qu'on peut faire de la co-construction avec de la commande publique? Ou à quelles conditions, par exemple? Donc ça, c'est une parenthèse. Donc ça, c'est un premier point, c'est resituer la co-construction dans des modalités plurielles de la décision politique pour en avoir ma deuxième remarque, c'est par rapport à la coproduction. Donc moi, la coproduction, je pense qu'on la partage aussi, c'est des petites nuances. La coproduction, c'est la coopération dans la mise en œuvre, la conception, la mise en œuvre et la gestion d'un service public, d'une action. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'architecture institutionnelle d'une politique, on est sur la mise en œuvre d'une action. Et comme il l'a dit tout à l'heure, on peut très bien mettre en œuvre un service innovant, je ne sais pas, dans la petite enfance pour accueillir les enfants de parents demandeurs d'asile ou les enfants de familles monoparentales qui soient co-construits sans pour autant bouleverser l'architecture de la politique de la petite enfance qui dépend d'un accord entre municipalité, CAF et département. Vous voyez la différence, de la coproduction, pour moi, on est sur, on peut coproduire un lieu, on peut coproduire une journée, on peut coproduire une étude ou un diagnostic, on peut coproduire un service, sans pour autant, alors les deux peuvent être articulés, mais quand on touche à la co-construction, on est vraiment sur l'architecture de la politique publique et sa vision, voire sa mise en œuvre. Donc c'est ça pour moi la différence, c'est complémentaire de ce que dit Yves. Voilà. Troisième remarque, je le rattacherai, là, effectivement, moi j'ai travaillé plutôt sur des politiques de l'économie sociale et solidaire autour de cette notion. Je pense qu'il y a eu aussi, dans cette diffusion de ce concept, il y a aussi, à la fois ça appartient à l'ensemble des tentatives qui existent depuis 20 ans, notamment au niveau territorial, on va dire, de renouveler l'action publique locale, voire de la démocratiser. On peut le rattacher à la tendance à la démocratie participative, ou du moins à l'histoire plus longue des relations tumultueuses entre associations et pouvoirs publics. Mais je pense que la co-construction, ça a été fait aussi pour se démarquer de termes voisins qui étaient politiquement déjà investis ou trop chargés politiquement. Je pense par exemple, vous avez des procédures de débat public qui sont aujourd'hui obligatoires sur un certain nombre d'aménagements d'infrastructures à fort potentiel socio-économique ou environnemental. Donc le terme débat public, il est déjà quasiment inscrit dans des procédures, dans la loi. Je pense au terme de participation, notamment participation des habitants, qui a été fortement utilisé dans les politiques de la ville et d'une certaine manière qui peut apparaître pour un certain nombre de gens un peu galvaudé parce qu'on met des sens très pluriel là-dedans. Je pense au thème de partenariat qui a été énormément utilisé à une certaine époque dans les liens entre associations et collectivités, et on a vu que ça pouvait donner dû à des paroles, à des pratiques assez différentes. Donc la co-construction, je pense qu'il y a un certain nombre d'élus et d'acteurs qui ont investi ce nouveau terme pour se démarquer d'autres qui en sont proches. Et puis quatrième remarque, dans les travaux d'Yves Vaillancourt, alors
Là, il y a un petit peu l'optimiste québécois que j'aime bien. Mais je pense qu'il souligne un certain nombre de points et il donne là des exemples plutôt de politique sociale assez bien établie. Mais dans d'autres textes, il dit notamment que c'est plus facile d'investir et de parler de co-construction si on est dans le cadre de la genèse d'un nouveau domaine de l'action publique plutôt que dans des politiques anciennes qui ont déjà, d'une certaine manière, qui sont déjà fortement normalisées, dont les financements, les règles et les acteurs, les institutions, voire les acteurs qui fournissent les services sont déjà bien établis. Et donc à partir de là, c'est plus difficile de construire une politique du logement ou par exemple la politique de l'éducation nationale est un peu difficile à co-construire parce que là vous avez une histoire très ancienne, des acteurs très stables. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc du coup, il y a aussi à un moment donné, pour revenir à nos sujets, des politiques plus neuves. L'économie sociale et solidaire en fait partie. Je pense que la politique de la vie associative, c'est relativement récent en fait. On va dire c'est un cycle de 20, 25, 30 ans, donc c'est encore des politiques jeunes, les politiques notamment transversales, développement durable, égalité femmes-hommes, etc. Voilà, toutes ces politiques-là, c'est des politiques où c'est plus facile de co-construire parce qu'il faut construire une compétence, une légitimité en interne qui suppose pour les élus, et en tout cas, ce n'est pas un hasard si par exemple le RTES qui a été cité, donc réseau d'élus et de techniciens sur l'économie sociale, utilise ce terme-là, parce qu'il doit construire en interne les compétences, sa légitimité, et donc il va s'appuyer aussi sur les acteurs de la société civile pour à un moment donné co-construire ses contenus et sa légitimité politique. Donc c'est à la fois, ça répond à la fois à on va dire une action en valeur. Quand on est dans la vie associative, la question de la démocratie c'est important, mais c'est aussi co-construire une nécessité stratégique pour pouvoir en interne, en s'appuyant sur les acteurs externes, avoir un certain nombre de marges de manœuvre politiques et de ressources en interne pour pouvoir imposer des nouveaux domaines. Je pense que dans le développement durable, on peut trouver des choses assez similaires. Donc la quatrième remarque, c'est plus facile dans le cadre de jeunesse de nouvelles politiques publiques. C'est aussi un terme revendiqué pour peut-être des acteurs et des élus qui sont plutôt à la marge des grands arbitrages budgétaires et de décision. Donc c'est aussi revendiqué pour avoir voix au chapitre dans le processus de décision, on va dire plus général qu'une seule politique publique. Et puis, c'est aussi plus facile au niveau local et de proximité. C'est plus facile, à mon sens, de co-construire une politique territoriale qu'une politique nationale. Ça, c'est une remarque aussi de Vaillancourt. Alors, les autres remarques sur les séquences. Ça a été alors là, je suis un petit peu en désaccord, mais là, il y a peut-être des effets contextuels. Les Québécois, ils ont d'abord, il y a le Québec. Voilà, ils ont une culture aussi de la concertation qui a peut-être pas forcément en France dans l'histoire très longue des relations tumultueuses entre pouvoir public et associations. Et donc je pense que pour moi la co-construction n'implique pas forcément co-décision. Voilà. C'est-à-dire que c'est peut-être une des différences avec Vaillancourt. En tout cas dans la réalité française, je crois que le rôle de l'élu et son statut qui est y compris rappelé par les acteurs, c'est-à-dire que en fait, les élus sont renforcés par la machine politico-administrative, mais aussi souvent par les acteurs de la société civile, qui leur disent maintenant, il faut que vous décidiez. Et donc le rôle décisionnel n'est pas forcément toujours revendiqué. Ça peut changer, ça, c'est pas inscrit dans le marbre, mais y compris par les acteurs associatifs qui sont assez finalement respectueux de ce rôle décisionnel. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire la co-construction ? Dans une vision un peu idéale typique, ça veut dire déjà diagnostic des besoins et co-construction, en tout cas, d'une vision et d'un référentiel, pour reprendre les termes de sociologie des politiques publiques, c'est-à-dire avoir une vision commune et un certain nombre de normes partagées entre pouvoir public et associations ou acteurs de la société civile. Donc ça, c'est la phase de diagnostic. 2, élaboration d'un plan d'action. Donc ça aussi, je pense que ça peut être à travers un débat public, un certain nombre de groupes de travail, pour aboutir à un moment donné à des axes prioritaires qui peuvent s'inscrire dans les fameux documents cadres dont Yves Vaillancourt parle, les différents schémas, etc.
Troisièmement, mise en œuvre, qui peut donner lieu éventuellement à de la coproduction d'un certain nombre d'actions et de services. Et cinquièmement, évaluation, qui peut faire. Donc toutes ces étapes-là peuvent faire l'objet d'instances de concertation. En revanche, là, dans cette étape-là, on voit bien qu'il va y avoir un moment des décisions de validation, par exemple, d'un plan d'action qui va avoir des implications financières. Et là, sur ce moment-là, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de parler de codécision. Là, ça reste sur des instances, en tout cas en France, c'est ce qu'on peut voir, même s'il y a un certain nombre de dispositifs de financement, d'appel à projets qui peuvent être quasi co-gérés. Et ça, on peut le voir. En tout cas, il y a la présence d'acteurs de la société civile dans les formes de sélection. En tout cas, on peut voir. Et puis pour conclure, je dirais sur un certain nombre d'enjeux. La co-construction, il y a un premier enjeu sur c'est présenté souvent comme une forme de démocratisation de l'action publique locale. Est-ce qu'elle le fait vraiment? Il peut y avoir des enjeux, effectivement, on peut avoir des co-constructions plus ou moins démocratiques, on va dire, et on peut avoir des formes de co-construction qu'on peut qualifier de néocorporatistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a une instance, un interlocuteur en face des pouvoirs publics qui monopolise, on va dire, par son poids, par la loi, par son expertise, on va dire l'expression de la société civile dans la co-construction des politiques. D'une certaine manière, la FNSEA a co-construit les politiques agricoles pendant un moment, peut-être en faisant taire un certain nombre d'autres voix sur la politique agricole, par exemple. Mais si je prends la politique de l'économie sociale et solidaire, il est aujourd'hui inscrit dans la loi, non seulement dans l'article 8, qu'il faudrait co-construire ces politiques, notamment au niveau régional, mais que les CRES sont l'acteur légitime et représentatif pour les co-construire. Or, par exemple, sur les politiques de l'économie sociale et solidaire, historiquement depuis 15 ans, bien souvent, ce qui s'est essayé de se faire, c'est de mixer, on va dire, une démocratie qui se veut représentative avec une démocratie participative ouverte aux acteurs, aux citoyens, etc. Deuxième enjeu, c'est il y a une tension entre la fameuse société civile, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui sont quand même des acteurs organisés, et la participation des populations, ou par exemple de la diversité de la vie associative, les petits, les gros, etc., les affiliés, les non-affiliés. Et là, c'est des enjeux de la co-construction. C'est-à-dire, à un moment, comment la co-construction, ce sont aussi des moments d'élargissement de la participation sur des enjeux de politique publique, et où on ne retrouve pas forcément les acteurs de la société civile qui sont rompus au processus de la décision, qui en tout cas déjà savent comment ça se passe. Et donc là, c'est un enjeu de participation qui est important pour éviter ce que la critique classique aujourd'hui des dispositifs de démocratie participative qu'on retrouve chez Blondiot, etc., de dire finalement les dispositifs de démocratie participative, ça va créer des micro-publics, mais qui n'arrivent pas à faire les effets de généralisation appelés par Vaillancourt, c'est-à-dire d'impacter un ensemble de populations plus large. Donc là, c'est un impact. Et puis deux autres enjeux. Je pense qu'il y a un enjeu de perdurer et de résister à l'alternance politique. Parce que souvent, c'est à un moment donné la construction de coalitions entre élus, administration et réseau qui à un moment crée ces espaces-là. Mais ces coalitions, je ne sais pas, quand vous avez une nouvelle région d'un coup, ces coalitions, elles sont fragilisées. Il faut rétablir finalement des réseaux à des échelles plus larges. Et donc ça peut fragiliser ou pas. Ça peut être aussi on voit que par exemple dans les nouvelles régions, ça a pu il y a des expériences où ça a fragilisé très clairement des espaces de co-construction qui existaient. Dans d'autres, ça a été des opportunités pour faire de la consultation et de la participation, pour essayer de reconstruire à une échelle plus large. Donc on voit qu'il peut y avoir, ça peut être opportunité ou contrainte. Et puis, dernier élément pour terminer, je pense qu'il ne faut pas se cacher que la co-construction, il y a des expériences locales intéressantes, mais aussi, on est dans une phase politique aujourd'hui, par le bas ou par le haut, de désintermédiation du débat politique, soit par une volonté de la population de revenir à une verticalité de la décision qui s'affirme aussi aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, mais qui était aussi, si on regarde le deuxième tour de la présidentielle,
vous avez quand même deux différents appels à la verticalité de la décision, c'est-à-dire d'une certaine manière, un rappel de la décision verticale, mais aussi, vous avez dans le sens inverse, ce qu'on appelle le populisme, des procédures où on dit c'est les pouvoirs publics et le peuple, sans forcément la société civile organisée au milieu. Que ce soit dans des modes de consultation directe, ou que ce soit dans... je prends Nuit debout, par exemple. Nuit debout, c'est le refus aussi, au final, de construction, le refus de toute forme de représentation et de construction d'intermédiation. Donc vous pouvez avoir par le bas ou par le haut des formes aujourd'hui problématiques de contestation, mais qui interpellent, qui doivent faire réfléchir de formes de co-construction qui supposent forcément à un moment donné des interlocuteurs organisés, soit existants, soit construits, pour qu'il y ait à un moment donné des formes de dialogue. Là, je vous remercie de votre attention. Merci Laurent. Excusez-moi. Merci Laurent Fraisse pour cette approche très précise de la co-construction et de la coproduction, et notamment redescendue à l'échelle de la France, et aussi de cette mise en perspective de comment elle se pratique et elle s'illustre sur notre territoire, sur nos territoires. Maintenant, je vais me tourner vers le coprésident du RNMA, Grégory Authier, qui est là aujourd'hui au titre du réseau national des maisons des associations. Du coup, on a vu Yves Vaillancourt qui nous a fait une présentation très globale de ce qu'étaient ces processus, Laurent Fraisse qui nous a précisé les choses, et maintenant je me tourne vers le coprésident du RNMA. Vous, Grégory Authier, au sein du RNMA, quelles pratiques, qu'est-ce que vous avez identifié au sein du réseau dans cette dimension de co-construction? Qu'est-ce que le RNMA pratique, a repéré, ou sur quel sujet il a travaillé sur ces aspects-là? Merci. Bonjour. Donc au niveau du RNMA, tout d'abord situé, le RNMA aujourd'hui c'est une association qui regroupe 60-70 maisons des associations sur notre territoire, et des maisons des associations qui sont soit gérées, co-gérées par des acteurs associatifs ou par des collectivités. Donc voilà quelques éléments de contexte. Sur la question de la co-construction, ce qu'on remarque au niveau du RNMA, c'est que c'est un enjeu assez nouveau, pour les maisons, que de jouer un rôle, sur ce thème. C'est vrai que l'histoire des maisons fait qu'elles sont souvent d'abord des lieux ressources, qui répondent à certains besoins de logistique ou d'accompagnement des associations. Et en fonction du projet de la maison et en fonction des attentes exprimées, depuis quelques années, on perçoit, sur certains territoires, que la question de passer de seulement être un lieu ressource et un lieu d'accompagnement à devenir un lieu de citoyenneté et d'apprentissage de la citoyenneté est quelque chose qui évolue dans les projets de certaines maisons, et qui les amène du coup avec les acteurs associatifs à travailler, à réfléchir cette question de la co-construction sur le territoire. En termes d'outils ou de démarches qu'on peut repérer, on se rend compte aujourd'hui que les instances de concertation sont des moyens qui peuvent participer de logiques de co-construction, parce que c'est des instances de rencontres et d'échanges, et que pour pouvoir de toute façon, et nos interlocuteurs précédents l'ont dit, pour pouvoir aborder ces enjeux-là, il faut d'abord, apprendre à se connaître, se reconnaître réciproquement, rentrer en dialogue pour apprendre à se faire confiance, pour que ça puisse... Yves Vaillancourt nous a donné quelques ingrédients. C'est vrai que la question de la reconnaissance réciproque, de la légitimité de chacun, et la question de la confiance pour nous est essentielle pour qu'on puisse, après, travailler sur ces logiques-là. Et pour ça, les conseils locaux de la vie associative, conseils de la vie associative en fonction des territoires, sont des moyens susceptibles de le permettre. Après, on a tous des expériences vis-à-vis de ces instances-là, et parfois il y a des petites pépites, il y a des endroits où ça marche bien et d'autres endroits où moins.
Et puis après, ça dépend, je dirais aussi, on parlait tout à l'heure d'alternance parfois, ça dépend des rythmes de vie. Il y a des bons moments, des moins bons moments qui peuvent le permettre. Et c'est vrai qu'on se rend compte, nous, aujourd'hui, par exemple, que sur des territoires comme Montreuil, comme Beauvais, comme Dijon, comme Saintes, comme Caen depuis 2 ans, hein, il y a des choses intéressantes sur la question, je dirais, des instances de concertation qui permettent dans un premier temps effectivement de rentrer en discussion et après d'aborder la façon d'envisager la co-construction et jusqu'où on va. Et puis après, il y a au-delà de ces instances, on travaille depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans, je dirais beaucoup avec des têtes de réseau national, dont le mouvement associatif, et on a participé aux travaux du ministère sur la nouvelle charte d'engagement réciproque. Alors c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, hein, mais en tous les cas, cette charte qui a quand même été rediscutée avec l'État, avec le RTES, avec le mouvement associatif, avec les associations d'élus, je dirais, donne des moyens, des possibilités, je dirais, de pouvoir avancer sur cette question de la co-construction à partir du moment où les acteurs acceptent de prendre le temps de bien réfléchir sur la façon de le faire ensemble. J'ai tendance des fois à faire un peu la comparaison avec les statuts d'une association quand on la crée. Quand des porteurs créent une association, soit ils se contentent de prendre des statuts types et ils remplissent des cases vides. Et est-ce qu'on peut dire que là, ils co-construisent quelque chose? Pour moi, non, très clairement. Ils ne prennent pas le temps vraiment de réfléchir au projet qu'ils veulent partager ensemble et à la façon, justement, et Laurent parlait tout à l'heure, voilà, je dirais état des lieux, élaboration, mise en œuvre, évaluation. Donc la façon où ils veulent vivre le projet ensemble. Et pour moi, les chartes, c'est la même chose. C'est la façon dont, sur un territoire, l'acteur public, les acteurs associatifs et pourquoi pas parfois les habitants intéressés sont en capacité de rentrer en discussion et de définir ensemble la façon dont ils veulent vivre la relation. Et la charte porte un certain nombre d'engagements la charte type en tous les cas porte un certain nombre d'engagements très intéressants en la matière pour les différentes parties, qui peuvent permettre, si on travaille bien ensemble et qu'on la réfléchit collectivement, de passer de ce qu'on pourrait appeler de la coopération symbolique à un partenariat qui puisse permettre de se reconnaître du pouvoir réciproque. Et donc du pouvoir réciproque, mais qui tienne compte aussi forcément de la légitimité de chacun. C'est intéressant quand on voit entre ce que Yves Vaillancourt exprime de co-construction sur aller jusqu'à la codécision, et puis Laurent qui nous dit les acteurs associatifs ne demandent pas forcément à aller jusque-là, et puis notre système il est aussi fait qu'on ne peut peut-être pas assez souvent aller jusque-là. Mais si l'amont est riche et dense, je dirais, la décision n'est qu'un aboutissement. Et donc, ne pas décider ensemble, si tout le reste en amont s'est bien construit, quelque part, la décision n'est que la révélation, je dirais, de la somme des discussions, des propos, des suggestions. Et donc, ne pas partager la décision n'est pas forcément essentiel si tout le reste est bien fait. Donc, voilà un petit peu au niveau du RNMA ce qu'on constate aujourd'hui. Et les propos sur lesquels on cherche à travailler et sur lesquels on cherche à faire en sorte que nos membres puissent progresser et s'en saisir, si tant est qu'aujourd'hui leur projet le souhaite et les attentes exprimées par leurs usagers, je dirais, vont dans cette voie. Merci Grégory Autier pour cette intervention qui introduit déjà, je pense, une partie de ce qui sera discuté, parce que mon micro marche, oui, qui sera discuté dans les ateliers tout à l'heure. Je pense que ça pose déjà un peu le cadre des sujets qu'on y évoquera. Je repasse la parole à Carole, qui va maintenant poser des questions à Sophie Simonet. Alors effectivement, c'est en cela que c'est assez intéressant, parce qu'en fait, on est parti du plus éloigné, avec ce regard universitaire de l'autre bout de la planète avec Yves Vaillancourt, pour s'arrêter sur le regard d'un sociologue français qui est Laurent Fraisse, pour s'arrêter sur le regard d'une tête de réseau national qui est le RNMA, et enfin, pour conclure cette table ronde, avant de lancer le débat, parce qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais vous allez bien entendu être aussi acteur de la journée et pouvoir poser des questions à l'issue du témoignage de Sophie Simonet, pour nous arrêter donc sur le local. Sophie Simonet, comment ça se passe la co-construction chez vous? Et
quels sont aujourd'hui les lieux de dialogue qui sont les différents lieux qui sont en place sur la ville de Caen? Merci. Alors vous l'avez compris, moi je suis là pour revenir un peu les pieds dans la glaise. On a eu des très très belles interventions. Je remercie en particulier Laurent Fraisse, Grégory Autier pour des interventions de réflexion. Là, l'idée c'est de vraiment revenir au territoire local, à la ville de Caen et ses environs, et de réfléchir à ce qu'on fait ici. Je remercie du coup, avant de démarrer, tous les acteurs locaux qui se sont déplacés un samedi matin dans des circonstances qui ne sont pas faciles. Les conseillers de quartier qui ont justement des tas d'animations sur les quartiers. On était encore hier soir avec le quartier du centre-ville. Voilà, je vois Madame Rousset qui est présente. Les associations que je tiens à remercier, je pense à la Centrie qui a un énorme événement demain et qui est quand même venue aujourd'hui. Et puis tous ceux qui sont venus aussi de l'extérieur de Caen et qui nous ont fait l'honneur de venir jusque depuis les Hauts-de-France. Et j'en profite aussi pour excuser Latifa Baktous qui devait venir de Vannes, hein, qui a la même délégation que moi sur la vie associative à Vannes et qui finalement a eu un accident et regrette beaucoup de ne pas avoir pu venir. Alors à Caen, et quand on a organisé ce séminaire, honnêtement, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, moi je suis prof dans mon autre vie. J'ai relu le sujet. Alors je vous le relis, hein, parce que vous savez, quand on est prof, les consignes qu'on donne aux élèves, c'est d'abord lisez bien le sujet. Alors j'ai relu le sujet. En quoi les lieux collectifs, associatifs et citoyens, les instances locales de dialogue participent à la co-construction des démarches collectives et de politiques publiques locales. Prenez votre stylo, vous avez 4 heures. Je me suis dit, ça va être dur quand même. Donc je me suis dit, faisons comme on fait au bac, puisqu'on vient de le terminer. En fait, quand on a un sujet comme ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'essayer de prendre les mots importants et puis de voir quel est le sens des mots importants du sujet. Moi, j'ai vu 2 mots importants. J'ai vu le mot lieu et puis j'ai vu le mot co-construction. Alors le mot lieu, je me suis dit, le mot lieu pour la ville de Caen, qu'est-ce que ça veut dire le mot lieu? En fait, le mot lieu pour la ville de Caen, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord des lieux concrets, les lieux matériels, les lieux où on se retrouve. Le premier des lieux, c'est ici, hein, la maison des associations, c'est un de nos lieux dans lesquels on travaille ensemble. Ça veut dire la maison des associations d'Hérouville-Saint-Clair. Ça veut dire un futur projet dont vous allez parler dans les ateliers, le fameux hôtel des associations qu'on a en projet sur la Guérinière. Donc un futur lieu de dialogue. Ça veut dire aussi des lieux existants en dehors de la municipalité ou des municipalités. Je pense évidemment au site Jacquard avec la centrifugeuse, je pense à la Maison des Solidarités. Donc on a d'abord des lieux concrets qui sont les lieux où on peut dialoguer entre nous. Et puis lieu évidemment, et c'est pour ça que le sujet est un petit peu compliqué, ça veut dire aussi instance de dialogue. Ça veut dire des lieux immatériels, des lieux où finalement on peut dialoguer qui n'existent pas concrètement. Et d'ailleurs c'est une bonne question, c'est est-ce qu'un lieu doit forcément exister concrètement pour être un lieu de dialogue? Ça c'est aussi une question qu'on pourra se poser en filigrane. Donc ces instances de concertation, ces instances de dialogue entre nous, elles sont assez nombreuses à la ville de Caen et c'est vrai qu'elles ont été multipliées depuis 3 ans. Alors je voudrais revenir dessus. Tout d'abord nous avons à la ville de Caen 12 quartiers et 12 conseils de quartier au sein de la ville de Caen qui ont connu, je dirais, un nouvel élan. En partie, je dois bien le reconnaître, et c'est là où c'est intéressant d'être, je dirais, en tant que politique capable de reconnaître les choses bien, même si elles sont faites par d'autres, qui a été extrêmement renouvelée grâce à la mise en place en février 2014 des conseils citoyens. Et donc nous avons fait le choix à la ville de Caen de renouveler les conseils de quartier en s'inspirant des propositions qui avaient été faites sur les conseils citoyens. Et dans cette proposition de mise en place des conseils citoyens, il y a l'idée que ces conseils de quartier pouvaient être composés de 2 collèges, un collège d'habitants et un collège d'associations d'acteurs du territoire. Et qu'au sein de ce collège d'habitants, on peut avoir 2 types de personnes concernées, les habitants volontaires, ceux qui ont envie de participer à cette instance, mais aussi des habitants tirés au sort. Et c'est ce que nous avons fait. Donc dans nos conseils de quartier de la ville de Caen, les 12 sont construits sur le même modèle, s'inspirent du modèle des conseils citoyens, et sont composés d'un collège d'habitants, à la fois volontaires et tirés au sort, et également d'un conseil d'acteurs locaux, puisque les associations du territoire, pas que les associations, dans certains conseils de quartier, on a aussi par exemple le principal du collège, on peut avoir une profession paramédicale, on peut avoir des commerçants qui se sont aussi intégrés au conseil de quartier. Ils sont assez peu nombreux, les acteurs du territoire non associatifs, on peut intégrer les conseils de quartier.
Donc ces conseils de quartier, et grâce à cette nouvelle mise en place des conseils de quartier, je dois dire qu'aujourd'hui on est en train de voir un peu, de procéder aux premières évaluations. Globalement, on y a trouvé un intérêt très intéressant, notamment à l'arrivée de ces gens tirés au sort, puisque le tirage au sort permet quand même des choses très intéressantes, puisque quand on tire au sort, on peut demander à l'ordinateur ce qu'on veut. Et à l'ordinateur, on peut lui demander de tirer au sort autant d'hommes que de femmes, ce qui est quand même très intéressant aujourd'hui. On peut lui demander de tirer au sort, puisqu'on a tiré au sort sur les listes électorales, avec les intérêts, les avantages et les inconvénients du système, mais c'était le plus simple. On peut lui demander de tirer au sort en fonction de la date de naissance, ce qui est aussi également très intéressant, et ce qui nous a permis de faire entrer dans les conseils de quartier un certain nombre de jeunes, qui était aussi une de nos difficultés sur les conseils de quartier. Donc on a ces 12 conseils de quartier qui sont, je dirais, alors là, l'instance de dialogue très proche avec laquelle je travaille au quotidien, et c'est pour ça que vous avez dans la salle un certain nombre de gens qui sont des conseillers de quartier. Ça rejoint une des questions que vous avez très bien posées sur ce petit groupe de gens motivés et qui travaillent et qui ont l'habitude de travailler avec la ville. Effectivement, dans les perspectives, on évoquera l'idée d'élargir ce groupe. La deuxième instance de dialogue qui existe à la ville de Caen, ce sont les conseils citoyens. Donc nous avons 5 conseils citoyens qui correspondent aux 5 quartiers prioritaires de la ville de Caen. Donc vous savez que les conseils citoyens sont une volonté de l'État, que ensuite effectivement les communes ont mis, je dirais, plus ou moins de bonne volonté à les mettre en route, qu'à la ville de Caen, à partir du moment où on avait fait le choix d'avoir des conseils de quartier qui étaient créés sur le modèle des instances des conseils citoyens, ça a été finalement très simple de proposer aux conseillers quartiers qui le souhaitaient de devenir conseillers citoyens. Et donc là, de changer d'échelle, puisque je vous le rappelle, les conseils citoyens travaillent à l'échelle de l'agglomération caennaise avec les autres conseils citoyens de Colombelles et d'Hérouville-Saint-Clair. Donc le conseiller citoyen, il ne travaille pas uniquement sur son quartier, contrairement au conseiller de quartier. Lui, il a une vision beaucoup plus large et il travaille avec les instances de la communauté urbaine. Et puis, dernière instance de dialogue qui existe à la ville de Caen, c'est le conseil de la vie associative. Alors là, je vais revenir un petit peu sur le conseil de la vie associative. Vous aurez le temps d'en discuter dans les ateliers, puisqu'on a des représentants du conseil de la vie associative. Mais c'est vrai que c'est une instance qui existe depuis assez longtemps à Caen et qui a connu, et ça a été très bien évoqué, des hauts et des bas. Peu de hauts et pas mal de bas, il faut bien le reconnaître, à tel point que lorsque je suis arrivée après les élections municipales, très honnêtement, je pensais qu'on allait gentiment mettre le truc sous le tapis, attendre que ça disparaisse et puis qu'on n'allait plus en parler. Et puis je me suis dit, bon, finalement, avant de décider qu'on laissait tomber le conseil de la vie associative, ça peut peut-être être intéressant d'en discuter avec les associations pour savoir si, après tout, elles ont envie d'un conseil de la vie associative ou pas. Et donc on a fait appel à S3A, qui est donc l'association dont Grégory Autier est le directeur, pour nous aider à organiser cette concertation. Puisque là, la question, elle était clairement, est-ce qu'on garde une instance de dialogue qui s'appelle Conseil de la vie associative ou pas? C'était même pas qu'est-ce qu'on fait ensemble, c'était est-ce qu'on la crée ou est-ce qu'on laisse tomber. Donc on était vraiment là pour le coup au tout départ, je dirais, de la co-construction, puisqu'on était vraiment dans l'idée, on la met ou pas, et si on la met, on fait quoi? Et ce qui a été très intéressant, c'est que finalement, on en a conclu qu'on mettait un conseil de la vie associative. Moi, très honnêtement, si on m'avait demandé de voter toute seule dans mon bureau et de décider toute seule, j'aurais dit non. J'aurais dit, bon, allez, on remballe le truc et puis on oublie. Bon, on a finalement décidé qu'on le continuait. Et puis à partir du moment où on avait dit qu'on gardait un conseil de la vie associative, ce qui a été très intéressant, c'est de se dire, d'accord, mais on fait quoi? C'est quoi un conseil de la vie associative? Et donc, on a rédigé ensemble le règlement intérieur du conseil de la vie associative. Donc là, pour le coup, on l'a vraiment co-construit. Contrairement, je tiens à le dire, puisque la question a été posée, aux conseils de quartier. Où là, les conseils de quartier, dans leur règlement intérieur, c'est effectivement quelque chose de descendant, puisque la création des conseils de quartier et la façon dont ils fonctionnent a été choisie, pour le coup, pas du tout de façon concertée. Ça a été imposé, je le reconnais totalement. On n'était pas dans le même processus. Donc finalement, on a à la ville de Caen 3 instances de dialogue, dans 3 lieux. 3 lieux qui sont potentiellement des lieux de co-construction. Alors, deuxième point important du sujet qu'on vous a donné, le mot co-construction. Alors, je voudrais revenir en tant qu'élu sur quelque chose d'important qui est bien la distinction. Quand on est ensemble dans une réunion, il peut se passer plusieurs choses. On peut être dans une réunion d'information. C'est-à-dire, j'arrive, on vous présente le PowerPoint préparé par la mairie, vous êtes là pour écouter ce qu'on a à vous dire, si possible, pas poser trop de questions, puis vous pouvez vous en aller après. Ça, c'est vraiment la réunion d'information, c'est ce qu'on a fait très longtemps. On a évolué vers quelque chose d'un petit peu plus participatif, c'est ce qu'on appelle la concertation.
J'arrive, je vous fais le PowerPoint, vous avez le droit de poser des questions, on peut discuter et éventuellement on va un petit peu modifier les choses. Voilà, ça c'est la concertation. Et puis évidemment, la troisième étape, ça serait ou ça doit être la co-construction. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qu'on met effectivement sous le mot co-construction. Donc à la ville de Caen, on s'y essaye à co-construire dans les conseils de quartier, dans le conseil de la vie associative. Je parlerai moins des conseils citoyens, puisque pour le coup, effectivement, ils dépendent de l'agglomération, et puis ils sont indépendants, hein, les conseils citoyens, ils sont des associatifs. Donc à la ville de Caen, on se dit on va co-construire. Alors, on co-construit effectivement, notamment avec les conseillers de quartier, les 12 contrats de quartier. Donc chaque conseil de quartier a un contrat de quartier dans lequel il y a 4 projets. Et les projets, ils ont été décidés, voulus par les habitants. Alors, pour le coup, la ville n'est pas intervenue. On est parti vraiment de projets des habitants. Chaque conseil de quartier a cette possibilité d'avoir 4 projets et on co-construit effectivement tous ces projets. Mais si j'en crois effectivement ce qui a été dit dans la vidéo, on serait peut-être pas dans de la vraie co-construction puisqu'on est finalement quand même dans de la coproduction, c'est-à-dire qu'on fait ensemble une action. On fait ensemble avec les conseillers de quartier une action. C'est vrai que la phase décisionnelle, est-ce que c'est possible, pas possible, combien ça coûte et est-ce qu'on laisse le budget, est-ce qu'on vote le budget ou pas? Très honnêtement, cette phase-là, elle est faite par les élus. Elle n'est pas faite par les conseillers de quartier. Donc, je dirais qu'à Caen, la coproduction, à l'heure actuelle, depuis 2 ans, on sait le faire. Enfin, on commence à savoir le faire. Ça, on le voit avec tous les projets qui émergent sur les quartiers. On en a beaucoup au bout de 2 ans là, qui sortent. Hein. Vous avez vu, il a fallu un peu de temps. Hein. Forcément, c'est un petit peu compliqué de travailler à plusieurs. C'est quelque chose, je dirais, qu'on est vraiment en train de mettre en place. Donc aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. On co-construit aussi avec le Conseil de la vie associative des événements. Hein. On co-construit Place aux Assos, quel grand événement associatif. Donc la coproduction, en fait, ce niveau-là, on commence à y arriver finalement pas si mal. Pas si mal. Toutefois, le niveau supérieur, si on voulait aller vers la codécision, très honnêtement, en tout cas dans les relations entre la ville et les acteurs, on n'y est pas. On ne codécide pas. On n'est pas aussi allé plus loin hein, que de l'action assez concrète. Le seul lieu où peut-être on commence, mais vous en parlerez peut-être plus en atelier, à aller au-delà, ce serait finalement le Conseil de la vie associative, qui était peut-être finalement le plus mal né des instances et qui peut-être est celle qui, du point de vue de la réflexion carrément sur la politique, donc en amont hein, de l'action, est celle qui va peut-être le plus loin finalement. Donc voilà, donc la question que je vous pose et que vous allez pouvoir réfléchir en atelier, puisque vous êtes beaucoup d'acteurs locaux, c'est où en est-on à Caen ? Vers quoi a-t-on envie d'aller? Qu'est-ce qui est possible aussi? Il faut quand même être raisonnable. Et puis, est-ce que justement, par rapport à toutes ces définitions qui ont été données, est-ce qu'on co-construit vraiment ou est-ce qu'on s'arrête finalement à nos petites actions dans les quartiers? Pour moi, je pense qu'elles sont fondamentales. Hein. Il n'y a pas du tout de... je ne minimise pas les actions dans les quartiers, elles sont fondamentales. Voilà, donc l'idée c'est où en sommes-nous à Caen et vers quoi on veut aller, puisque je pense qu'on va conclure cette matinée par les perspectives, donc plutôt vers voilà, quels sont peut-être les prochains travaux, ce qu'il nous faut mettre en œuvre ensemble pour avancer dans cette direction. Je vous souhaite un très bon travail. Merci beaucoup Sophie Simonet. Alors effectivement, vous renvoyez la question aux participants présents sur cette matinée qui auront l'occasion justement d'y réfléchir au moment des ateliers. On y reviendra après parce qu'ils seront aussi acteurs et notamment en vue de la table ronde de mise en perspective que vous avez évoquée. Forcément, comme dans toutes les villes, on a un décalage temporel hein, qui s'abat sur nous. Voilà, il y a une sorte de gravité du temps à laquelle on est tous soumis. Donc forcément, nous avons déjà pris un peu de retard, mais ce n'est pas pour autant que nous allons remettre en cause le temps imparti à l'échange avec les participants. Donc si vous avez des questions à poser à Sophie Simonet, Laurent Fraisse ou Grégory Autier, n'hésitez pas par rapport à leurs interventions de tout à l'heure. Et ensuite, on vous présentera la mise en œuvre des ateliers qui vont se succéder au fil de la matinée.
Vous avez la parole. Juste, je complète juste ce que vient de dire Carole. Ce qui peut être pas mal, c'est juste au moment où vous la prenez que vous disiez qui vous êtes. Enfin, si vous êtes une asso, un conseiller de quartier, éventuellement, bien sûr, vous présentez. Est-ce que quelqu'un a des questions et pour qui? Allez-y, monsieur. Commencez. Bonjour, je suis Héros Gilbert, conseiller citoyen de la Grâce de Dieu. Dans les projets de la ville, ce qui est bien avec le conseiller citoyen, c'est qu'on peut aussi avoir, au niveau pécule, quoi, on peut avoir aussi une partie donnée par la région, par exemple, ou par le Camp la Mer, sur les projets. Voilà, avec Camp la Mer, on peut avoir des... si on tombe dans les priorités qui ont été faites par l'État. Oui, puisque vous parlez de la région et que, évidemment, je ne vais pas citer tout le monde, je voudrais vous dire que Linda Lahalle aussi nous fait le plaisir d'être présente avec nous ce matin, qui est donc conseillère régionale en charge de l'économie sociale et solidaire, et que je remercie vraiment, vu les emplois du temps et le nombre de manifestations dans la journée, d'avoir bien voulu nous honorer de sa présence. Et elle nous dira un petit mot dans les propos plutôt conclusion par rapport, si elle peut rester, voilà. Parce que si on prend trop de retard, c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là. Oui, il n'y a pas... Ouais, on va vous donner un micro. Donc sur les conseillers citoyens, effectivement, les interventions, juste pour répondre à votre question, elles viennent essentiellement de la communauté urbaine de Camp-la-Mer, et aussi, alors là actuellement, puisqu'il y avait eu des demandes de subventions, très concrètement, aussi de la ville de Caen ou des villes concernées, puisque ça peut être Hérouville-Saint-Clair ou Colombelles, qui sont les 3 villes qui ont des conseils citoyens. Je vais laisser la parole à Linda Lahalle. Je ne sais pas si tu veux venir ici. Viens. Non, je vais rester ici. C'est pas bonjour à tous. Ah, mais c'est pas non, c'est pas grave. Bon. Mais bon, les internautes ne voient pas non plus le public et je fais partie du public, donc je ne vois pas pourquoi. Bon. Je rebondis surtout sur les propos dits par tous, c'était très intéressant dans les termes de la co-construction. Moi, je rebondis surtout sur ceux de Monsieur Fraisse, puisqu'à plusieurs reprises, il a interpellé la strate régionale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau régional, enfin, dans la co-construction, c'est plus ou moins facile en fonction de la proximité avec les territoires, puisque plus on est dans une échelle, plus on monte, et plus on s'éloigne du territoire, et plus la co-construction, elle est quand même difficile à mener, et il faut qu'elle s'organise, et que ça peut créer des frustrations, parce qu'effectivement, l'expression collective, elle se fait forcément, pas forcément de manière directe, mais par les têtes de raison dont vous parliez tout à l'heure. En ce qui concerne la région, où il y a eu la loi NOTRe qui a revu les compétences et effectivement la région, pour ce qui vous concerne, a la compétence du développement économique. La politique régionale s'est construite en co-construction, puisque la nouvelle mandature a commencé par la fusion des 2 régions, la nécessité d'harmoniser les politiques régionales, d'écrire des schémas régionaux de développement économique et aussi d'enseignement supérieur. Et donc tout cela s'est fait dans la co-construction. Et pour ce qui vous concerne, en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, elle s'est faite au travers d'une instance dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Fraisse, qui est la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est prévue par la loi 2014. Alors cette conférence régionale, la région a décidé de la mettre en place dès la première année de mandat pour justement consulter les acteurs en vue de l'élaboration du schéma du développement économique et du CESRI, qui est le schéma d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Cette conférence, elle se tiendra tous les ans. La loi prévoit au minimum tous les 2 ans. Nous avons décidé de la tenir tous les ans pour justement évaluer à la fois évaluer la mise en œuvre de nos politiques et éventuellement réajuster si cela est nécessaire, parce qu'effectivement quand on est à l'échelle régionale, il peut y avoir effectivement des trous dans la raquette dans ce que l'on met en place. Donc nous avons mis en place des dispositifs d'aide aux entreprises, puisque là je parle du développement économique, et aux associations, puisque nos dispositifs Émergence ESS concernent aussi les associations. Et donc, cette conférence est un lieu, effectivement, d'échange et de concertation à laquelle tout le monde peut participer. Alors nous avons comme interlocuteur privilégié, vous en avez parlé tout à l'heure, la CRES, à laquelle vous êtes majoritairement adhérent, et qui est votre porte-parole au niveau régional pour construire la politique régionale en matière de SS. Voilà.
Merci de votre attention. Merci à vous. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui. Monsieur Gourdeau d'abord et après Anne-Marie Fixot. Eh oui. D'accord. Donc, Anne-Marie, je vous passe le micro. Oui, merci. C'est tout à fait intéressant. Moi, je trouve que la co-construction reste encore difficile dans la mesure où il y a très souvent une absence de mixité dans la participation et notamment du côté des citoyens. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ces instances de participation, notamment dans le cadre de politiques publiques, dans l'entre-soi collectif. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'en profite dans la mesure où il y a une représentante de la région pour le dire. Il se fait que je participe aux ateliers du SRADET. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement du territoire et de l'environnement. J'ai peut-être oublié des petits mots dans la définition du sigle. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée d'élus et de bobos qui se retrouvent, en sachant que beaucoup d'élus sont aussi des bobos. Bon, mais quid? Non, mais nos démocraties, elles sont fragiles aujourd'hui par l'importance des fractures et par l'importance des inégalités sociales et du largage d'un certain nombre de populations et de quartiers. Il est là le gros problème démocratique aujourd'hui. Et si les uns et les autres, on n'en prend pas bien conscience, soit du côté associatif, soit du côté des élus, eh bien, ça risque d'aller mal, on le sait. Et les associations doivent aussi en prendre conscience. Moi, je sais que du côté de l'association Démosthène que j'ai l'honneur de présider, eh ben, on est tous des bobos, quoi. Et je ne sais pas comment faire, et nous ne savons pas très bien comment faire. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça rejoint peut-être un petit peu le premier. Je me dis, bon, il se fait que dans une vie antérieure, dans une de mes vies antérieures, j'ai dû être prof. Et donc, il me semble que il y a effectivement du côté de la société civile un problème, alors je ne sais pas quel mot utiliser, c'est de formation, d'éducation, ça fait pédago, c'est nul, mais vous comprenez bien ce que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que très souvent, les citoyens, ils s'essoufflent, ils se découragent, ils manquent d'énergie, ils ne comprennent pas tout, c'est compliqué, ils ont plein d'autres choses à faire aussi. Je sais bien que les élus aussi, mais il y a une culture, comment dire, il me semble que pour côtoyer aussi des élus, c'est difficile, c'est peut-être un peu plus difficile du côté des citoyens parce qu'il y a justement un manque de reconnaissance, d'estime de soi, qu'ont nécessairement les élus puisqu'ils ont été reconnus déjà comme représentants. Voilà. Alors que les citoyens, très souvent, n'ont pas cette base de reconnaissance. Et donc, voilà, je vais vite arrêter, passer le micro à Pascal, mais ça faisait partie des deux premières réactions à chaud que dont je voulais témoigner ce matin. Oui, merci Anne-Marie. Pascal Gourdeau, je représente ici la Maison des Solidarités. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu, Laurent, sur ce que Vaillancourt a évoqué autour de la notion d'expérimentation. Il me semble que actuellement, je suis un peu dubitatif, moi, sur la réalité des concertations, coproductions, codécisions, qui, au fil des années, restent un petit peu quand même hors sol. Par contre, la notion d'expérimentation et la façon qu'une politique publique peut demain, après évaluation, comme tu l'as dit, arriver à s'appuyer dessus pour permettre un essaimage et du coup quelque chose qui dépasse l'anecdote, il me semble que là c'est intéressant. Je crois qu'à Caen, entre autres, mais partout ailleurs, on a maintenant des initiatives citoyennes qui sont avérées, qui renvoient à la notion d'intérêt général et d'intérêt collectif et qui sont tout à fait susceptibles d'influencer, voire de produire des politiques publiques.
Y a-t-il d'autres questions? Je vais vous passer le micro. J'en profite pour vous dire qu'il est maintenant 10h30 et qu'on se donne jusqu'à -20. Après, on partira en atelier. Oui, bonjour, Claudine Joly, présidente du CREPAN, Association fédérative régionale de protection de la nature, de l'environnement, et membre de France Nature Environnement au niveau national. Le sujet co-construction, co-décision, c'est vraiment un sujet qui m'interpelle énormément parce que, comme beaucoup de bénévoles dans ces associations-là, on siège tout le temps dans des instances officielles, consultatives. Il y a vraiment un moment, enfin moi ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai participé au niveau national au plan éco-phyto, en particulier derrière le Grenelle, ce qui a représenté des dizaines de réunions par an avec une impression au départ de co-construction réellement, avec une place donnée à la société extrêmement importante. Et puis au fil du temps, on se rend compte que finalement, on n'est pas dans la co-décision, c'est toujours les politiques qui prennent la décision, malgré un travail énorme de proposition, de construction. Donc il y a un moment, on se demande, on se pose, et moi je me pose très souvent la question, c'est ma présence, est-ce qu'elle apporte quelque chose? Est-ce que je suis un faire-valoir? Est-ce que, enfin, c'est vraiment, on est toujours, bon, si j'y étais pas, il faut bien que la société porte des demandes comme ça, dans la mesure où l'État ne les porte pas, et malheureusement, j'ai pu constater que le ministère de l'écologie ne les portait pas, et ça attendait que ce soit nous qui les portions, hein, ce qui est quand même assez surprenant. Donc, on a besoin d'être là, mais après, le décisionnaire, c'est pas du tout nous qui l'avons. Alors, est-ce que le fait qu'on porte ces demandes, ça met le curseur des décisions, ça tient compte de ça? Si on n'était pas là, ça serait pire. Ou est-ce qu'on est un alibi? Est-ce que cette consultation du public, elle est complètement rentrée dans les mœurs? On le voit tout de suite, on a énormément de réunions de consultation, de participation, de groupes de travail au niveau régional. C'est vrai que on peut être un peu, le rôle du politique quand même reste essentiel pour porter, en particulier par exemple la politique d'éco-phyto de réduction d'usage des pesticides. Le rôle du politique est absolument fondamental par rapport à du corporatisme. On parlait tout à l'heure de la FNSEA, du poids de ces professions, et quand on est face à des problématiques économiques, c'est vrai que c'est très difficile et on peut arriver à être quand même un peu frustré, se poser tout le temps ce type de questions. Moi, j'ai même vu, si vous voulez, des gens nous accuser au moment du Grenelle d'être des collabos, en fait, hein, parce qu'on participait à ce travail. Vous voyez, ça peut aller très loin. Bon, sinon, au plan local, moi, je pense que quand même, on peut co-construire. On est plus au contact direct des décideurs, les politiques, ça reste des décideurs. Moi, je crois que c'est quand même leur rôle. Après, on peut mieux travailler localement. Et puis après, on peut aussi avoir un jugement avec un retour qui est plus direct aussi, si vous voulez. Hein. Bon, là, je vois, on est impliqué dans la construction du Conseil local de la nature en ville. Là, on va être directement, on va bien voir, on apporte plein de propositions, et puis voilà, on va voir si on co-construit, et si à la fin, ça sera quand même mis en application. On ne dit pas qu'on a toutes les bonnes paroles et toutes les bonnes idées, hein, mais c'est plus facile, je pense, localement. Et puis, sur ces sujets-là, on doit avoir moins de lobbying, il y a moins de sujets économiques, donc on a toujours cet enthousiasme de porter la protection de l'environnement, si vous voulez, mais on est toujours effectivement, enfin, cette philosophie de dire où est la limite entre la construction, la décision, le rôle du politique, le rôle de l'associatif. C'est vraiment un sujet passionnant, et il faut que les politiques prennent en compte quand même les travaux de la société. Ça, sinon, on va se décourager, et puis on a dans nos rangs des gens qui disent bah, ça sert à rien, et qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous, ou alors on est dans la rue avec des pancartes et on ne co-construit pas, et là c'est catastrophique. Merci. Jean-Luc Leleu. Et ce sera sans doute là par contre le dernier témoignage, oui, parce que après, ou les dernières questions, ensuite il y aura des éléments de réponse, et enfin on partira en atelier. Je suis donc conseiller de quartier citoyen, et je tiens beaucoup au mot citoyen dans mon conseil de quartier citoyen. Et je suis membre du CVA et aussi membre du bureau du CVA, du Conseil de la vie associative. Moi, mon témoignage, il pose sur deux choses, sur
ce qui s'est produit pour produire les conseils du quartier citoyen. Je ne parle pas de la norme administrative qui a été posée, je parle du fond. On a eu, puisque j'appartenais à l'ancienne génération des conseils de quartier, on a eu un travail de bilan, de mise à plat, et on a essayé de déterminer vers quoi on allait être, puisque à l'époque il y en avait 9, maintenant il y en a 12, donc il y a eu des nouveaux périmètres, et on a abordé ça de cette manière-là. Et la manière dont on l'a abordé, c'est-à-dire que c'était très large, ça a permis de construire et de produire les conseils du quartier citoyen dans lesquels aujourd'hui les uns et les autres nous tentons de militer, et je prends le mot haïtien, nous militons pour quelque chose, pour une espèce de proximité réelle sur le lieu géographique dans lequel on est, et on coproduit aussi des contrats de quartier. Alors c'est la production. Alors, on n'est pas complètement non plus, enfin en tout cas dans le conseil du quartier dans lequel j'appartiens, on n'est pas complètement innocent. On connaît l'instrumentalisation dont on peut être victime, mais je pense que les élus que nous avons en face de nous n'oublient pas aussi qu'on peut les instrumentaliser. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est du gagnant-gagnant sur la connaissance en tout cas. Ça c'est une chose, et ça franchement on le fait fonctionner. La deuxième chose, c'est en effet, et ça c'est une chose qui m'a toujours pris, alors parfois au dépourvu, puis qui me met toujours en colère, c'est l'entre-soi. Il y en a marre de cet entre-soi. Et je pense que l'avantage que nous avons quand on travaille dans le conseil du quartier citoyen, par exemple, c'est qu'on évite cet entre-soi-là. On le fait exploser de partout, à notre manière. Alors, mais ça, c'est important. Et je le redis encore souvent, c'est quelque chose que je dis très souvent, mais les têtes de réseau, s'il vous plaît, pensez à nous aider, nous aussi, le lieu là où nous sommes, à supprimer cet entre-soi, déjà rien que par le langage, le vocabulaire. Trouver un minimum de vocabulaire commun pour qu'on puisse s'entendre, si ce n'est se comprendre. L'autre chose, c'est le conseil de la vie associative. J'ai fait partie aussi de l'ancienne génération, nouvelle génération. Comme l'a dit Sophie Simonet, un jour, on nous a posé la question, alors vous en voulez ou vous en voulez plus? Et puis on a décidé à quelques-uns, évidemment, parfois c'était un peu toujours les mêmes, là aussi, mais on a décidé d'aller jusqu'au bout. Oui, on continue. Alors on s'est dit, mais comment? Et c'est là aussi, s'est installé ces grands temps de travaux pendant quelques semaines, si ce n'est quelques mois, déjà, j'ai oublié, mais sur comment on allait travailler, comme le règlement intérieur, et on a sorti ce truc qui est devenu le Conseil de la vie associative, qui aujourd'hui rassemble l'ensemble du monde associatif canet, avec un bureau qui a à peu près 20 membres. Voilà. Et le Conseil de la vie associative, il fait quoi? Eh bien, il coproduit et co-construit. Il coproduit Place aux Assos, il coproduit, et je vais, là du seul coup j'en oublie, mais la rentrée des assos, voilà. Et puis, il co-construit, par exemple, l'Observatoire de la vie associative, où on nous demande, à nous, simples acteurs associatifs de territoire, de s'intéresser à quelle vue on a, qu'est-ce qui peut permettre à la vie associative à Caen, sur le territoire canet? Alors, on est sur le territoire canet, je le dis volontairement, on ne parle pas de l'agglo, de la communauté urbaine, on parle du territoire canet. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qui peut faire que le monde associatif devienne moteur de quelque chose? Et en plus de ça, on n'est pas non plus innocent au CVA, instrumentalisation, on fait du gagnant-gagnant là-dessus aussi, et on dit, mais nous voulons co-construire, co-participer à la politique publique associative sur le territoire de Caen. Alors, et là, pour le coup, on co-construit, parce que là, on avance tranquillement. Ça ne se fait pas comme ça. Mais on a un objet aujourd'hui qui va nous permettre de regarder si ça peut se vérifier. On est en train de coproduire et de co-construire cette future maison d'association qui va s'installer à la Guérinière. Voilà des objets, voilà sur lesquels on travaille, voilà comment on travaille. Alors, je ne le dis pas, je ne suis pas en train de servir la soupe. Je suis en train de dire que l'acteur que je suis, de terrain que je suis au quotidien, voilà ce que l'on produit tous les jours avec d'autres et avec l'ensemble des services qui, pour le coup, nous on ne se trompe pas, les interlocuteurs que nous avons en face de nous, le directeur de la maison des assos, la direction de la proximité, on sait bien, c'est la municipalité. Pour nous, ce n'est pas un souci. On peut travailler d'égal à égal et on sait que de temps en temps, il y a du temps. En effet, le temps du politique et le temps du monde associatif et le temps du citoyen n'est pas le même. La seule chose qui nous aligne, c'est le temps de l'impôt.
Et au nom de cette contribution-là, nous avons, nous, ce regard fort. On va laisser Carole le temps de réponse. Juste quelques remarques, parce que c'était beaucoup des témoignages très intéressants sur la vie locale. Non, moi je réagirais sur deux choses. Effectivement, par rapport à l'ensemble de ces instances qui se sont multipliées depuis 20 ans, je pense qu'effectivement il y a un bilan collectif à faire, et on peut avoir toujours la question du verre à moitié plein. Voilà. Donc si vous adoptez un point de vue de sociologie critique, vous pouvez effectivement mettre l'accent sur tout ça, c'est de l'instrumentalisation, tout ça, ça permet d'une pacification du débat démocratique qui ne permet pas de poser les vrais problèmes qui fâchent. Et puis vous pouvez vous poser, dire, mais en faisant un bilan, c'est pas si mal, c'est-à-dire si on supprimait tout ça et qu'on revenait à finalement, et je pense que dans des alternances politiques radicales qui peuvent exister dans un certain nombre de collectivités, à une décision purement municipale ou on va dire pouvoir public qui squeeze, comme un certain nombre d'instances le fait, toute une série d'instances. J'ai bien entendu qu'il y avait une association là sur l'environnement. On sait qu'il y en a un certain nombre qui sont aujourd'hui fragilisés, qui ont une vraie expertise sur de l'action publique, sur ce qu'il faut faire, et on peut être très fragilisé d'un coup. Donc on peut aussi à un moment se retrouver sans ces instances-là. Donc je pense qu'il faut à un moment donné voilà, faire un bilan sur est-ce qu'on y va, on n'y va pas, et sur le temps qu'on consacre à cette co-construction de l'action publique par rapport au temps qu'on peut consacrer à effectivement être auprès d'un certain nombre de populations qui sont loin de ces processus de décision. Donc il y a aussi des arbitrages dans ce sens-là. Et donc là, ma deuxième remarque va dans l'interpellation de Pascal Gourdeau. Moi je pense qu'effectivement c'est important qu'il y ait des espaces d'expérimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait des espaces de coproduction ou d'expression, mais qui soient construits par les acteurs, alors effectivement en sortant de la fameuse entre-soi, et qui ne soient pas des instances qui soient construits par les pouvoirs publics. Il faut en tout cas qu'il puisse y avoir aussi des espaces de proposition, de débat et de co-construction qui émanent, on va dire, de manière ascendante, et qui puissent en fait soit maîtrisés non pas forcément par les pouvoirs publics de manière descendante. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres, mais en tout cas il faut avoir cet espace d'expérimentation pour qu'à un moment donné il puisse y avoir de la formulation, une expression de controverse, de critique, parce que la co-construction ça peut être aussi de la concertation, mais qu'il puisse y avoir ces formes d'expression qui ne soient pas pleinement maîtrisées par les pouvoirs publics. Alors effectivement c'est plus risqué, mais c'est aussi ça la démocratie. Donc voilà, je dirais l'expérimentation oui, mais c'est aussi une co-responsabilité, c'est-à-dire qu'à demander, être dans une position de demande au pouvoir public d'expérimentation de ces lieux, c'est aussi à un moment donné une capacité d'auto-organisation, voire de contestation parfois. Et donc là il faut pouvoir faire un équilibre en fonction du contexte, en fonction des politiques sectorielles. Ça s'apprécie vraiment en contexte, selon des situations. Il n'y a pas là de formule toute faite. Voilà. Juste pour terminer, nos conseillers de quartier citoyens ne sont pas muselés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il suffit de venir dans quelques conseils de quartier pour voir qu'il peut y avoir pas mal d'ambiance. Que ça peut être des vraies instances. On va au-delà du dialogue pour le coup là. Merci en tous les cas à tous pour vos témoignages et vos questions. On a entendu pas mal de choses ce matin sur la question des espaces, sur la question du poids de la parole du citoyen, sur la question de dépasser ce clivage entre l'entre-soi et ces groupes un peu communautaires, et puis étendre à des publics qui sont éloignés en fait de ces questions de discussion sur les politiques publiques. Enfin, on a entendu pas mal de choses. On va aller un peu plus loin dans le travail, et notamment lors des ateliers que nous allons enfin lancer avec un décalage de temps indécent, quasiment indécent, mais ma foi, on va réussir à rebondir, et surtout à ne pas rogner sur ces temps d'échange en atelier. Alors, petite précision pour nos internautes, alors Marc Lebois va me confirmer ça, mais il me semble que les ateliers ne sont pas retransmis sur YouTube, tout à fait. Donc, amis internautes, sauf
peut-être celui de l'atelier 1 éventuellement. Enfin, chers amis internautes, on vous conseille de nous retrouver. Alors, restez en ligne si vous le pouvez en ce samedi matin à 10h45. Vous verrez bien s'il y a de l'image ou pas. En tous les cas, il y aura à nouveau du son et de l'image à partir de 12h, où nous nous retrouverons tous dans cette salle pour la nouvelle table ronde, plutôt de mise en perspective. Avant que les uns et les autres ne quittent la salle, je vous donne quelques petits éléments concernant l'organisation des ateliers. Nous avons maintenu les 3 ateliers qui étaient mentionnés au programme. En premier lieu, l'atelier 1 sur le thème « Comment construire un lieu partagé ? Quel lieu existant ou à développer ?» Cet atelier va se dérouler dans cette salle et sera animé par Médéric Martin, pardon, que je ne vois plus, mais que je vois là-bas maintenant. Voilà, Médéric, si tu peux te lever pour être identifié par tous, bien que je pense que tu le sois. Chaque animateur vous présentera de toute façon les modalités d'animation, puisque là aussi, sur les ateliers, vous allez bien sûr témoigner. Vous allez aussi entendre des témoignages, alors soit issus d'acteurs locaux, soit d'acteurs à distance, puisque ce sera le cas normalement si la technique ne nous fait pas faux bond, de Raphaël Madi sur l'atelier 1, qui est responsable de la Maison des associations de Rennes et qui interviendra à distance. L'atelier 2 est animé par Céline Robert. Céline doit être aussi dans les parages, je pense. Voilà. Sur la thématique, les différentes instances de dialogue et de co-construction. Cet atelier se déroule où vous avez pris le café ce matin, grand chanceux, vous aurez en même temps de quoi vous désaltérer pendant votre atelier. Et enfin, l'atelier 3 qui se déroule à l'étage, sur le palier, qui a pour thématique les outils qui participent de l'interconnaissance et de la co-construction, en tous les cas qui tendent vers de la co-construction, qui sera animé par Jacques Duguerra, donc du réseau RTES. On se donne jusqu'à midi, donc ça nous laisse quand même 1h15 d'atelier au lieu d'1h30. En même temps, semble-t-il, il y a un petit peu moins de participants qu'attendu, donc les groupes seront plus restreints. Ça permettra quand même d'échanger. Dans tous les cas, on se retrouve à 12h ici. Si vous avez la possibilité de prendre un café entre-temps, mais seulement à partir de 11h, on va dire 55, pour ne pas trop perturber le groupe de travail, l'atelier qui sera dans la salle. Ou vous préférez maintenant? Alors on peut faire le café, effectivement, c'est quand même un meilleur horaire, 10h45 que midi pour un café. Donc dans ces cas-là, on prend un café juste maintenant, en allant vers les ateliers, et après on décalera un petit peu. Voilà. Bons travaux à tous, on se retrouve tout à l'heure.